Nous sommes à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, capitale mondiale du parfum, célèbre pour ses fleurs et ses oliviers, grâce à une combinaison idéale de soleil et d'eau. On sait que le soleil va durer encore 5 milliards d'années, mais pour l'eau, c'est beaucoup moins sûr. Il fut un temps où elle coulait partout, alimentait les moulins à huile et permettait à tous de laver son linge ou de faire la cuisine. Chacun se servait pour ses besoins, sans compteur, sans facture. Avec l'urbanisation croissante, les besoins ont explosé, l'eau est désormais facturée. Certains, de plus en plus rares, comme Hubert, huilier depuis 4 générations, ont connu cette époque. Ce que j'ai vu, moi, à l'époque, dans les années avant 56, elle faisait tourner 27 moulins à Grasse. Et je les ai tous vus marcher. Pendant la guerre, il n'y avait pas une olive qui se perdait. Et tout ça faisait que c'était quand même bon pour l'économie grassoise. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie grassoise, il n'y avait pas que les parfums. Les huiles, c'est un support du parfum. Et dans la quasi-totalité des parfumeries, il y avait un moulin à huile, aussi pour leur parfum. Donc l'économie grassoise était aussi autour de l'huile. Cette eau, à l'origine farouche et sauvage, si forte qu'elle peut couper des montagnes, nous n'avons eu de cesse de vouloir la domestiquer. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tout diriger lui-même. Donc, il veut diriger un cours d'eau d'un côté parce que ça l'empêche de faire autre chose de l'autre côté. Mais quand l'eau se met en furie pendant les grands orages, elle retrouve sa place. Et c'est là qu'on dit, oh là là, on a été inondé. Tiens, pardi, on a été inondé. Si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, on n'aurait jamais été inondé. Parce qu'on a voulu diriger ce que la nature avait fait, et l'homme s'imagine toujours d'être le plus fort, mais c'est pas vrai, c'est la nature qui est plus forte. Mais plus que tout, c'est l'utilisation que l'on en fait qui révolte Hubert. Elle n'est pas rare, l'eau, elle a toujours été de la même façon. Seulement, on ne l'utilise plus à bon escient. Regardez, vous êtes sur la côte d'Azur, faites le tour sur un ponton de la côte d'Azur et comptez le nombre de piscines qu'il y a. Avant, elles n'existaient pas, ces piscines. Ils sont à 5 minutes de la mer, ils ont tous une piscine. C'est pas du gaspillage, ça? Et pourtant, même lui convient qu'il faut bien en réguler la distribution. Qu'il y ait une régulation, c'est sûr qu'il a fallu cette régulation. Parce qu'autrement, c'était le plus fort qui avait de l'eau et le plus faible qui avait rien du tout. Ça, c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je pense que celui qui n'a pas beaucoup d'eau, c'est celui qui ne peut pas se la payer. Et celui qui a beaucoup d'eau, c'est celui qui peut se la payer. Ce temps des moulins à huile, alimentés par la force de l'eau, sans polluants est révolu. L'eau est désormais l'affaire de professionnels qui parlent pression, débit, nanofiltration et même dégustation. Illustration avec Claudine Rousseau, responsable depuis 37 ans du laboratoire eau potable de la compagnie. On dirait que vous dégustez un grand cru. Tout à fait, c'est exactement la même chose que le vin. Et on a différents goûts au niveau des eaux. C'est parfait. On a vraiment une mission de potabilité d'eau et la potabilité de l'eau, c'est la vie. Une fois que l'on est sûr de sa qualité, l'eau doit être acheminée chez l'usager. Pardon, le client. Puis traitée avant rejet. C'est le métier de Frédéric Ancus,
gestionnaire de patrimoine à la Lyonnaise depuis 1982. Donc au niveau de la vessie, il y a un problème actuellement. Il faudrait changer les vessies, parce que les renouveler, quoi. Renouveler les vessies. On les a renouvelés il y a longtemps. Ah, Il y a au moins un peu d'une dizaine d'années. Ah oui, il y a au moins Vous êtes en train de faire quoi là exactement? Et ici, on est donc sur un filtre sur les hauteurs de Grasse. Donc vous avez l'eau ici qui traverse le filtre. Et dans le cadre de ma mission, je suis venu contrôler le bon état de fonctionnement de cet ouvrage parce que c'est important pour la distribution de l'eau et pour l'eau potable. Et ma mission, donc, c'est de vérifier que ce filtre fonctionne bien et qu'on pourra toujours approvisionner en eau de qualité, en eau potable, les clients, les abonnés. Voilà. Donc, si tu veux, on part au suivant. On a vu tout à l'heure. Il est vrai qu'il est tellement facile de faire couler de l'eau d'un robinet qu'on imagine mal toutes les étapes nécessaires en amont. Notre travail, et j'y travaille depuis une trentaine d'années, c'est que, effectivement, ce travail est un petit peu masqué. C'est un petit peu un univers, une boîte noire un peu pour nous, le client, pour l'abonné qui ouvre son robinet et qui voit couler l'eau. Il ne s'imagine pas que derrière, il y a des techniques, il y a des bâtiments, il y a des gens, il y a des tuyaux, il y a du traitement, il y a de l'énergie. Tous ces éléments-là font que c'est effectivement quelque chose qui est très obscur. Mais sachez que derrière votre verre d'eau, vous avez des milliers de personnes qui ont fait de la recherche fondamentale pour éliminer tel polluant. D'autres qui ont travaillé sur des modèles mathématiques pour être sûr que vous ayez de la bonne pression à votre robinet. Pour que quand vous ouvrez et que vous prenez votre douche, que vous n'ayez pas un masse filet d'eau. Il y a eu ça. Il y a des automaticiens qui font que ça tourne 24 heures sur 24. On a un métier 24 heures sur 24. On assure de l'eau. 24 heures sur 24, c'est notre boulot. Et ça, on est conscient que c'est notre métier et que s'il manque d'eau, c'est une catastrophe chez nous. C'est vraiment un traumatisme et qu'il n'y ait pas de l'eau au robinet chez le client. Une fois l'eau acheminée vers le client, elle est facturée. C'est là qu'intervient Jeanne, au service comptable depuis 1988. Elle entend bien ce qui se dit sur le prix de l'eau, les accointances avec les élus. Ancienne employée de la régie municipale passée à la Lyonnaise, elle voit désormais la différence et n'est pas dupe des tractations des étages supérieurs. Le problème, c'est que c'est dans les sphères entre les grosses têtes, quoi, ceux qui veulent renégocier à la baisse, parce que ça fait bien, vous comprenez, de renégocier à la baisse. Parce que moi, on en a beaucoup souffert au niveau de la facturation, parce qu'il faut que ce soit juste, et à chaque fois, ils nous reviennent dessus. Mais ils ne comprennent pas ça, ils comprennent ça. Il faut revenir dessus, il faut connaître son sujet par cœur, et savoir... Bon, on a des cadres qui défendent très bien ça, parce que moi, les gens, les grands pontes du CKC, je ne les vois jamais, grâce à Dieu. Jeanne, qui surveille les encaissements et possède le pouvoir de coupure pour non-paiement de ses factures, relativise le rôle qu'on peut lui attribuer abusivement, celui d'assoiffeur du peuple désargenté. Nous, on est la Lyonnaise des eaux, comme les régies d'ailleurs, sont des collecteurs de fonds. Parce que si vous regardez, vous décortiquez une facture, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'argent qui n'est pas pour nous. Or, nous, quand on fait payer l'eau, on alimente donc l'agence de l'eau, les communes, etc. Et en plus, si ces factures ne sont pas payées, et qu'elles sont soumises à relance, c'est de notre poche. Si c'est soumis à coupure, c'est notre pouvoir de pression sur les gens pour de l'argent pour les autres. Et les autres, ce sont les élus. Et aucun aujourd'hui ne peut ignorer le problème de l'eau et de sa distribution. L'eau ne sera plus dans quelque temps un produit libre d'accès, tant la vie des dernières décennies a contribué à sa raréfaction en termes de qualité. Je crois que l'eau va devenir extrêmement précieuse dans les décennies à venir et qu'elle mérite presque un culte. Francis Chira est spéléologue depuis 40 ans. Il nous amène à la résurgence de la Foue, là où l'eau de pluie sort de terre après avoir été filtrée par les massifs montagneux. Voici le lac. On arrive à la plage. On va pouvoir se baigner. Pour Francis, l'environnement reste un souci permanent.
Il se sent comme chez lui au sein des entrailles de la terre. En surface, non loin de là, Johanna Luzy fait un peu la même chose. Elle est agent du patrimoine du syndicat de la Haute-Siane, ou plus poétiquement, veilleuse de l'eau. Et le geste, de toute façon, vous êtes près de l'eau, le geste, il est automatique. Personne ne peut s'empêcher d'aller la toucher. Personne. On est au bord de l'eau, on va mettre la main ou le pied. On va la toucher, on a besoin de cette sensation. Préserver cette fraîcheur, la qualité de cette eau, souvent souillée par les rejets d'industriels ou de pique-niqueurs qui laissent tout sur les berges. Johanna travaille beaucoup là-dessus avec les enfants. Les enfants, c'est plus facile. Et puis, ils ont l'esprit tout neuf. Vous pouvez leur mettre toutes les choses dans la tête. Et ils l'ont... C'est tout neuf. C'est pas rempli de nos soucis, la vie, la crise. C'est tout neuf. Donc eux, ils comprennent 3 fois plus vite que nous. Nous, on a mis un temps à se dire, tiens, il faut plus faire ça. Mais eux, c'est normal pour eux. Quand on leur a expliqué, c'est normal. C'est eux qui vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu jettes ce papier? Pourquoi tu as jeté ce mégot là? L'idée d'un bien commun, précieux et qu'il faut préserver, fait peu à peu son chemin. Pour accélérer cette prise de conscience, la Lyonnaise des Eaux a financé un projet plutôt original. Une pièce de théâtre, une création collective autour du thème de l'eau, regroupant salariés, habitants, associations locales et acteurs professionnels. Lancée il y a 2 ans, l'initiative a vite enthousiasmé tout le monde, à commencer par les salariés. Très original, c'est frais, j'engage tout le monde à y aller, c'est formidable. Ma première démarche dans cette action effectivement au niveau du théâtre, c'était d'expliciter et de montrer ce que c'était que notre métier à travers quelque chose d'un peu ludique. De participer à une œuvre collective et puis ça me plaît. Le théâtre, il parle à un plus large public. La première étape fut l'atelier d'écriture. Recueillir la parole des uns, des autres, la mettre en forme, sous la houlette de l'auteur, Michel Bellier. C'est la dernière séance d'écriture. La plus grande partie du texte est déjà rédigée. Sur le plateau que ça se trouve, donc on n'hésite jamais à couper ou à refondre, etc. Donc c'est quand même assez conséquent, vous noterez, parce que c'est quand même, mine de rien, une quarantaine de pages. On a fait un chronométrage lâche qui fait à peu près entre 39 et 40. Une fois ce texte à plusieurs mains rédigé, il va falloir l'interpréter. Et c'est là qu'intervient Joël Catineau, metteur en scène. C'est peut-être le théâtre de la vie, effectivement. Et puis, ça part du matériel. Donc, en fait, on a demandé aux gens d'imaginer qu'on parte de la réalité vers la fiction, vers la poétisation. Et on arrive sur les portes du théâtre et sur le plateau. Voilà. Cette alchimie entre professionnels, amateurs et salariés s'est étonnamment bien opérée. C'est génial, quoi, de vivre cette aventure-là. Moi, c'est sûr, j'ai fait un peu de théâtre avant, mais travailler avec des professionnels, évidemment, c'est toute une autre mesure, c'est une autre dimension et c'est très, très intéressant. D'autant qu'on voit le projet mener depuis le début, la création avec des ateliers d'écriture qui ont participé à l'écriture de la pièce, Joël qui nous met en scène et qui est d'une patience incommensurable parce que c'est sûr que faire travailler des amateurs, c'est plus difficile sans doute que de faire travailler des professionnels. Et c'est passionnant et très enrichissant, je trouve. Chut! Écoutez! La répétition commence. Nous sommes sur le radeau de la Méduse. 542. 543. Chut! Écoutez! Recommencer et recommencer la chanson. 544. 545. 546. 547. Moi, je dis l'essentiel, c'est de ne pas transpirer. Ça, mais si tu dis, moi je dis l'essentiel, c'est de ne pas transpirer. Tu vois, essaye d'être plus droite dans ce que tu dis. Hein.
Tous les jours, moi j'aime quelque chose comme 2,5 litres d'eau, bête. Il est presque 22 heures. Une fois n'est pas coutume. Comme tous les week-ends, ils sortent de répétition, épuisés mais ravis. Je passe te chercher. C'est tard ce soir. Bah oui, Oui, mais 21h30. Gros on a pas mal travail bossé. aujourd'hui. Et demain, on continue dans cette foulée. Quoi. Demain. C'est vraiment très, très, très dur. Commence à être au point là. Mais Ouais, ça marche. intéressant. On est prêt à... Qu'est-ce que Demain, tu- ça va qu'est-ce que boumer. tu fais ce soir? Nous sommes le 9 mai, jour de la Générale. Et l'émotion est palpable. Moi je l'ai fait. Chaque reflet de l'automne qui joue dans les feuilles avant de venir. Avoir la main sur le robinet. Vous sentez? C'est du pouvoir en or massif. Bientôt, ils viendront me boire dans la main. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau comment? Eh ben l'eau elle ne coule aussi. Elle coule comment? T'as bien tourné le robinet? Il n'y a plus d'eau. Impossible. Et c'est pour toi dans l'autre sens. Comment c'est possible? Alors? Rien. Vous venez d'où? Il en a de bon, lui. Des hectares de terre qui craquellent. Pas moyen de cultiver. Pas moyen de pas savoir la langue qui gonfle et qui étouffe. Pas moyen de pas savoir si l'on ne va pas mourir de dessiccation. De dessèchement, tu sais ce que ça veut dire, monsieur, mourir de soif? J'ai vraiment été ému ce soir pendant le spectacle. Ému pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Bien sûr, le Théâtre de Grasse a souvent abrité des créations, mais ce soir, c'est exceptionnel. C'est toujours terrible le théâtre parce que c'est un aboutissement qui, en l'occurrence, là dure depuis. Enfin, c'est un travail qui dure depuis longtemps. On a appris à se connaître, on se connaît tous, on a formé une famille, une équipe, etc. Et donc, on est là tous là ce soir pour l'aboutissement de ce pourquoi on est là. Et d'un coup, on s'aperçoit aussi que c'est déjà un peu la fin. Ça, c'est terrible. On s'est amusé. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Maintenant, après le stress, maintenant, c'est la joie, quoi. On a réussi ce qu'on espérait, et puis on l'a fait. C'est ça qui est dingue. Une belle aventure qu'on a vécue tous ensemble, nombreux. Des gens qui ne se connaissaient pas au départ et qui se sont mis à travailler ensemble sur une pièce construite, avec beaucoup d'énergie. Mais vraiment prête à recommencer pour l'année prochaine quand même. Voilà. Merci. Et c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir permis aussi de faire découvrir des formes de talent, mais aussi de voir quelle implication ils ont eu sur ce projet collectif. Les nuits, les week-ends, les lundis soirs, les mardis soirs, les répétitions, évidemment. Et ça, c'est assez formidable de voir cette implication et de faire le retour devant leurs collègues. Pour montrer que quand on ose et quand on est soutenu, on peut réussir. Étonnant mélange. Une comptable, un responsable du patrimoine, une écologiste, des comédiens amateurs et professionnels. Comment cette mayonnaise a-t-elle pu prendre? Nous avons profité d'une séquence de dédicace du célèbre dramaturge, romancier et metteur en scène Éric Emmanuel Schmitt pour lui poser la question. Pas besoin d'une vocation d'acteur d'abord pour être un bon acteur. Et ensuite, pas besoin de vouloir faire une carrière pour pratiquer un art. Il y a un beau mot, amateur. Ça veut dire qui aime. Et qui aime quoi? Je pense que quelqu'un qui va s'exprimer sur scène n'aime pas seulement s'exprimer, il aime entrer en relation avec les autres. Je pense même qu'il aime les autres. Peut-être qu'à l'issue de cette représentation, quelques-uns des 52 000 Grassois auront un peu plus de considération pour leur eau. Ce bien essentiel, si banal, si précieux, est tellement indispensable à la vie qu'on peut lui prêter une dimension mystique.
Déjà Hubert, dans son moulin, nous avait mis sur la voie. L'eau, c'est quand même une denrée naturelle qui nous vient du ciel. Donc, si ça nous vient du ciel, il y a bien quelque chose qui se passe. Je ne suis pas suffisamment instruit pour vous dire comment ça se passe, mais je pense qu'il y a du spirituel là-dedans. Parce que ça ne tombe pas tout seul, ça ne tombe pas n'importe quand et n'importe comment. Impression confirmée par le philosophe Frédéric Lenoir, directeur du Monde des religions. On retrouve dans toutes les religions l'eau comme symbole de purification. De la même manière qu'on se lave les mains quotidiennement parce que l'eau enlève la saleté, les religions ont repris cette idée, mais en donnant une signification symbolique. C'est-à-dire que lorsqu'on passe du profane au sacré, lorsqu'on va faire une activité rituelle, il faut marquer la rupture temporelle par un rite de purification. Et ce rite de purification, on se lave les mains, on se lave le visage, on se lave les pieds avant de prier ou avant de manger. On retrouve ça très fortement dans l'islam et le judaïsme. Ce sont les deux religions où les purifications par l'eau, pour bien montrer qu'on est dans un espace sacré, sont très importantes. On le retrouve dans l'hindouisme, notamment avec la purification dans l'eau sacrée du Gange, mais on le retrouve aussi dans le christianisme où le prêtre se lave les mains juste avant de consacrer l'hostie. Et puis, évidemment, il y a le rite du baptême, qui est une purification générale, c'est-à-dire que c'est une régénération dans l'eau de l'homme qui a été atteint par le péché originel, et donc cette trace du péché est enlevée par le rite du baptême. Donc on retrouve partout cette idée d'une purification. Toute cette eau que nous captons, distribuons, consommons, nettoyons, elle finit toujours au même endroit, dans la mer. Mer Méditerranée en l'occurrence, que nous traitons guère mieux, et qu'il faut nettoyer aussi. Donc avec une faune et une flore vraiment fantastiques. Et les plaisanciers sont respectueux de la mer l'été ou il faut quand même Ils sont respectueux. Et là-bas, toute la zone de nettoyage que vous avez, c'est tout autour des îles. Vous le faites tout autour des îles ou juste là? Autour des îles et dans le bras des îles. La mer, c'est tout le symbole de la qualité de l'eau et de ce qu'on peut attendre quelque part d'une entreprise comme Lyonnaise sur le fond. C'est-à-dire que notre projet d'entreprise, c'est Mare Nostrum. Alors ça explique déjà pourquoi on est sur l'eau aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui doit donner le sens. Pourquoi on travaille en fait? Tout ce qu'on fait tous les matins, aller mesurer la qualité de l'eau, vérifier si on peut se baigner, nettoyer ce qui se passe. Vous êtes sur un bateau ici où on ramasse tout ce que les plaisanciers peuvent jeter. Tout ça, c'est du travail de l'ombre, quoi, en fait. De l'ombre dans l'assainissement. Alors, c'est assez cohérent peut-être, mais j'ai envie qu'on parle pour nos collaborateurs de ces métiers, parce que c'est assez ingrat, et pourtant, vous avez 300 personnes ici qui font que ça tous les matins. Pour finir, nous laisserons la parole à Johanna, la gardienne de l'eau. Certains spécialistes disent qu'on va avoir un manque d'eau à un moment donné. Les générations futures vont peut-être en souffrir. Donc c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus rapide là. Il faut, c'est vrai, que l'État ou les instances supérieures soient un peu plus rapides dans les actions, qui donnent les moyens aux structures d'avancer plus rapidement pour préserver les générations futures, qu'elles ne soient pas, elles, dans la guerre de l'eau.